Le sursaut de 2125. Première partie, l'anomalie. L'histoire de l'humanité a basculé un mardi ordinaire de février 2125, lorsque les télescopes orbitaux ont détecté quelque chose d'impossible dans le nuage d'Oort. Un objet massif, de la taille d'une lune, traversait l'espace à une vitesse qui défiait toutes les lois connues de la physique. Pas de signature thermique malgré une vélocité atteignant 3% de la vitesse de lumière. Pas de traînée de propulsion. Juste une masse cyclopéenne qui fonçait droit vers le système solaire intérieur avec la précision d'une balle de fusil. Au centre de commandement unifié de Taïkou, sur la Lune, la commandante Amelia Vasquez observait les données avec une incrédulité croissante. Ancienne pilote de mineur convertie en stratège militaire lors de la réorganisation des forces spatiales, elle avait passé 20 ans à coordonner la défense théorique du système solaire contre des menaces hypothétiques. Astéroïdes déviés, collisions accidentelles entre vaisseaux civils, peut-être même des actes de terrorisme interplanétaire. Jamais elle n'avait imaginé ceci. Temps estimé avant l'entrée dans l'orbite de Neptune. Demanda-t-elle, sa voix étonnamment calme malgré le chaos qui régnait dans la salle de contrôle. 47 heures, madame, répondit le lieutenant Chen, ses doigts pianotant nerveusement sur son clavier mécanique. Les ordinateurs quantiques avaient beau être la norme depuis 2 décennies, l'armée spatiale s'accrochait aux vieux claviers à ressort, vestige d'une époque où l'on ne faisait pas confiance aux interfaces Neurals pour les opérations critiques. Et nos batteries de missiles à propulsion nucléaire. Prêtes sur Mars, la Lune et les stations joviennes. Mais commandante. Chen hésita. Les projections montrent que même un impact direct avec nos ogives les plus puissantes ne ralentirait cet objet que de 0,003%. C'est comme essayer d'arrêter un train de marchandises avec un pistolet à eau. Vasquez ferma les yeux un instant. L'humanité avait tant accompli en un siècle. Les colonies martiennes abritaient désormais 7 millions d'âmes. Les mines d'hélium 3 de Callisto et Ganymède alimentaient les réacteurs de fusion qui avaient résolu la crise énergétique de la Terre. Les villes souterraines de la Lune comptaient 2 millions d'habitants. Et maintenant, tout cela risquait de s'évaporer face à une menace venue des étoiles. Envoyer un message à toutes les colonies, ordonna-t-elle. Protocole Exode. Évacuation prioritaire vers les habitats souterrains. Et quelqu'un réveille les IA de recherche dans le complexe de Farside? Nous allons avoir besoin de toute l'intelligence disponible. Ce que personne ne savait alors, c'est que l'objet n'était pas venu pour conquérir, mais pour moissonner. 3 jours plus tard, la moissonneuse franchit l'orbite de Neptune sans ralentir. Les premières tentatives d'interception avaient échoué pathétiquement. Les missiles nucléaires avaient explosé contre sa surface sans laisser la moindre trace, leurs boules de feu englouties par une sorte de champ d'absorption énergétique. Les lasers de haute énergie, montés sur les stations de défense martiennes, avaient simplement été réfléchis dans l'espace profond. Puis vint la contre-attaque. La moissonneuse ne tira aucun rayon destructeur, ne lança aucun missile. Au lieu de cela, elle commença à expulser des nuages. Des milliards de particules microscopiques, chacune pas plus grande qu'un grain de poussière, se répandirent dans l'espace comme des essaims d'insectes métalliques. Ces nuées se dirigèrent avec une précision mortelle vers chaque habitat, chaque station, chaque vaisseau habité du système solaire. Sur Mars, dans le dôme agricole de Nouvelle-Pékin, l'ingénieur Kwame Okonkwo fut le premier à comprendre. Il travaillait sur le système de recyclage atmosphérique lorsque ses écrans se mirent à clignoter, puis s'éteignirent complètement. Pas une panne électrique ordinaire. Les lumières de secours ne s'allumèrent pas. Son communicateur Neural resta silencieux. Même sa montre digitale cessa de fonctionner. Qu'est-ce que... commença-t-il avant de voir la fine poussière grise qui s'infiltrait par les joints d'étanchéité. Elle grouillait, vivante d'une manière horrible, se jetant sur chaque appareil électronique de la pièce. Sous ses yeux stupéfaits, les nanorobots dévorèrent littéralement son terminal de travail, le réduisant en une bouillie de circuits fondus et de plastique noirci en quelques secondes. Ce scénario se répéta dans tout le système solaire. Les habitats de haute technologie devinrent des pièges mortels alors que les systèmes de survie tombaient en panne. Les vaisseaux en transit perdirent leur propulsion et dérivèrent dans le vide. Les réacteurs de fusion, privés de leur contrôleur quantique, commencèrent à s'emballer, forçant des arrêts d'urgence qui plongèrent des millions de personnes dans le noir et le froid. Les éteigneurs, comme on les appellerait bientôt, ne cherchaient pas à exterminer l'humanité.
Ils voulaient simplement la ramener à l'âge de pierre, la neutraliser en détruisant systématiquement toute technologie avancée. C'était leur méthode. C'était ce qu'ils faisaient depuis des millénaires à travers la galaxie. Mais ils avaient sous-estimé une chose cruciale à propos des humains, leur incroyable capacité d'adaptation née de décennies de survie dans des environnements hostiles avec des ressources limitées. Deuxième partie, l'ingéniosité du désespoir. Dans les semaines qui suivirent l'attaque initiale, l'humanité découvrit par accident son plus grand atout. Sur Mars, dans la colonie minière de Val Marineris, les habitants survécurent mieux que n'importe quelle autre communauté. Pourquoi ? Parce que leur infrastructure reposait sur des technologies dépassées, jugées trop rudimentaires par les standards de 2125. Les pompes hydrauliques mécaniques continuaient de fonctionner. Les générateurs éoliens primitifs, alimentés par les tempêtes de poussière martienne, tournaient encore. Les systèmes de communication par câble optique, installés dans les premières années de la colonisation et jamais mis à niveau, transmettaient encore des messages. Les nanorobots des éteigneurs, programmés pour cibler des architectures électroniques complexes, ignoraient complètement ces reliques technologiques. Vasquez, réfugié dans le complexe militaire souterrain de Taïkou après l'effondrement du centre de commandement principal, reçut le rapport avec un mélange d'espoir et d'ironie amère. Vous me dites que nos colonies les plus pauvres, celles qui n'ont jamais eu les moyens de moderniser leurs équipements, sont celles qui s'en sortent le mieux. Demanda TL au messager, un jeune caporal qui avait parcouru les 300 000 km depuis la Terre sur un vaisseau équipé de moteurs chimiques d'urgence. Exactement, madame. Et ce n'est pas tout. Les IA de recherche de Farside ont survécu. Comment est-ce possible? Je croyais qu'elles avaient été les premières ciblées. Elles étaient confinées dans un environnement isolé, avec des systèmes de refroidissement cryogénique passifs et des stockages de données sur cristaux quantiques blindés. Les nanorobots n'ont pas pu pénétrer les boucliers de radiation. Les IA sont intactes et elles ont déjà commencé à analyser les échantillons de nanorobots que nous avons capturés. Pour la première fois depuis l'arrivée de la moissonneuse, Vasquez autorisa un sourire à se dessiner sur son visage fatigué. Dites aux IA que c'est leur moment de gloire. Nous avons besoin de solutions, et vite. Le projet Phoenix naquit dans le secret des cavernes lunaires de Farside. Dirigé par le Dr Sanvi Reddy, une physicienne théorique qui avait passé sa carrière à étudier les anomalies gravitationnelles, et assisté par un consortium d'intelligence artificielle nommé collectivement ATNA, ce projet avait un objectif fou, comprendre et répliquer la technologie alien en quelques mois. La chance sourit aux audacieux lorsqu'un patrouilleur martien, équipé de vieux moteurs ioniques qui avaient échappé aux nanorobots, découvrit quelque chose d'extraordinaire dans les anneaux de Saturne. Une épave? Pas humaine. Un fragment de vaisseau alien, apparemment endommagé lors d'un passage trop près d'un des satellites de Saturne et dérivant depuis dans les glaces et les rochers de l'anneau B. La récupération fut une opération d'une témérité insensée. Le commandant Marcus Webb et son équipage de 12 personnes pilotèrent leur vieux cargo jusqu'au anneau, utilisant des combinaisons spatiales d'ancienne génération et des outils manuels pour découper des sections de l'épave et les ramener dans leur soute. Ils travaillèrent sans relâche pendant 3 semaines, sachant que la moissonneuse pouvait les détecter à tout moment. Lorsqu'ils livrèrent leur cargaison à Farside, Reddy pleura de joie en voyant ce qui gisait dans les conteneurs cryogéniques. Des cristaux de propulsion inconnus, émettant une faible lueur bleutée. Des conduits énergétiques d'une complexité stupéfiante. Et surtout, un noyau de données encore fonctionnel, gravé dans une substance qui ressemblait à du diamant mais qui réagissait au champ magnétique. Atna, combien de temps pour décrypter cela? Demanda Reddy, ses doigts tremblants d'excitation alors qu'elle connectait des sondes au noyau de données. La voix synthétique de l'IA principale résonna dans le laboratoire. Analyse en cours. Structure de données non euclidiennes détectée. Algorithmique quantique de 6e dimension. Estimation, 3 semaines pour décryptage complet, 6 mois pour compréhension théorique complète. Nous n'avons pas 6 mois, répondit Reddy. La moissonneuse systématise ses attaques. D'ici 3 mois, il ne restera plus rien de nos colonies majeures. Alors nous devrons prendre des raccourcis, dit Atna. Je propose une approche d'ingénierie inverse empirique. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Nous devons juste faire fonctionner cette technologie. Ce qui suivit fut un marathon scientifique sans précédent. Des équipes de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens travaillèrent en rotation continue, dormant à peine 4 heures par jour.
Ils démantelèrent le moteur Alien, photographièrent chaque composant, testèrent chaque circuit dans des environnements contrôlés. Les IA faisaient tourner des millions de simulations simultanément, cherchant des patterns, des correspondances avec la physique connue. Et miraculeusement, ils commencèrent à comprendre. La propulsion Alien n'utilisait pas de réaction de masse conventionnelle. Elle créait des micro-bulles de distorsion spatio-temporelle, comprimant l'espace devant le vaisseau et l'étirant derrière, permettant un déplacement apparent plus rapide que la lumière sans violer la relativité d'Einstein. C'était élégant. C'était terrifiant. Et c'était reproductible. Nous pouvons le faire, annonça Reddy lors d'une conférence sécurisée avec Vasquez et les autres commandants militaires. Cela nous prendra 4 mois pour construire un prototype, peut-être 6 pour une flotte complète. Vous avez 2 mois, répondit Vasquez sans hésiter. La moissonneuse vient de commencer à se rapprocher de la ceinture d'astéroïdes. Nos projections montrent qu'elle atteindra Mars dans 120 jours. Si nous n'avons pas de quoi la combattre d'ici là, c'est fini. Reddy inspira profondément. Alors nous travaillerons plus vite. Le chantier naval de Cérès devint le centre névralgique de l'effort de guerre humain. Cette ancienne colonie minière, creusée dans le plus grand des astéroïdes, abritait des forges et des usines de fabrication alimentées par de vieux réacteurs nucléaires à fission, trop simples pour intéresser les nanorobots aliens. Des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et de volontaires convergèrent vers Cérès, voyageant sur des vaisseaux réparés de fortune. Ils construisirent la première flotte de guerre interstellaire de l'humanité en 53 jours. Les vaisseaux n'étaient pas élégants. Baptisés classe Phénix, ils ressemblaient davantage à des cathédrales volantes assemblées à partir de ferraille qu'à des croiseurs futuristes. Leurs coques étaient faites d'alliages martensite-acier récupérés des mines d'astéroïdes. Leur système de survie utilisait des pompes mécaniques et des filtres à charbon actifs. Leurs ordinateurs de bord étaient des systèmes analogiques durcis, capables de fonctionner même sous bombardement électromagnétique. Mais au cœur de chaque vaisseau battait un moteur à distorsion alien, painstakingly répliqué et adapté par l'ingéniosité humaine. Le jour du lancement, Vasquez se tenait sur le pont du vaisseau amiral, le SS Libération, nommé en l'honneur de tous ceux qui avaient péri lors des premières attaques. Autour d'elle, 89 autres vaisseaux Phénix attendaient, leurs équipages tendus mais déterminés. Tous les vaisseaux, ici le commandement, dit-elle dans le communicateur optique. Aujourd'hui, nous cessons d'être des proies. Aujourd'hui, nous devenons des chasseurs. Objectif, intercepter la moissonneuse avant qu'elle n'atteigne Mars. Nos familles comptent sur nous. L'avenir de notre espèce compte sur nous. Par tous les cieux que nous avons explorés, nous ne faillirons pas. Un rugissement d'approbation résonna à travers la flotte. Puis, dans un ballet coordonné d'une beauté terrible, les moteurs à distorsion s'activèrent. L'espace se tordit, la lumière des étoiles se déforma en arcs multicolores, et la flotte humaine disparut dans le tissu de l'univers, filant vers son destin. Troisième partie, la révélation. La bataille de l'orbite martienne dura 37 heures et redéfinit pour toujours la compréhension humaine de la guerre spatiale. La flotte Phénix sortit de distorsion à 2 millions de kilomètres de Mars, se déployant en formation d'enveloppe autour de la moissonneuse. Le vaisseau alien, une masse sombre et cyclopéenne hérissée de structures incompréhensibles, ne réagit pas immédiatement. Peut-être ses concepteurs n'avaient-ils jamais envisagé qu'une espèce ciblée pourrait développer une capacité de riposte aussi rapidement. Tous les vaisseaux, feu à volonté, ordonna Vasquez. Ce qui suivit ne ressemblait à aucune bataille de l'histoire humaine. Les Phénix ne tiraient pas de lasers ou de missiles conventionnels. Leurs armes étaient des canons à impulsion gravitationnelle, dérivés de la technologie de distorsion alien, capables de créer des ondes de choc dans l'espace-temps lui-même. Lorsque le premier salvo frappa la moissonneuse, sa surface ondula comme de l'eau, ses boucliers d'absorption énergétique complètement dépassés par une attaque qu'ils n'avaient pas été conçus pour contrer. Des sections entières du vaisseau alien explosèrent dans le silence du vide. Mais la moissonneuse riposta. Des essaims de nanorobots jaillirent de ses flancs par milliards, formant des nuages qui se jetèrent sur la flotte humaine. Mais les ingénieurs avaient prévu cette tactique. Chaque Phénix était équipé de générateurs d'impulsions électromagnétiques, de vieilles technologies basées sur des tubes à vide et des condensateurs massifs, qui créaient des champs destructeurs pour les nanorobots sans endommager les systèmes analogiques des vaisseaux. La bataille devint un chaos tridimensionnel. Les Phénix dansaient autour de la moissonneuse, utilisant leurs moteurs à distorsion pour effectuer des microsauts, apparaissant et disparaissant comme des fantômes.
Chaque salvo gravitationnel arrachait des morceaux du vaisseau alien. Les pertes humaines s'accumulaient aussi. 12 vaisseaux furent détruits dans les premières heures, leurs coques éventrées par des armes aliens incompréhensibles. 23 autres subirent des dommages critiques. Mais les humains continuaient de se battre avec une férocité née du désespoir et de la rage accumulée. Au bout de 20 heures, quelque chose de remarquable se produisit. La moissonneuse, pour la première fois depuis son arrivée dans le système solaire, tenta de fuir. Ses moteurs, d'une puissance dépassant tout ce que l'humanité pouvait concevoir, s'allumèrent, projetant des colonnes de lumière bleu-violette. Mais elle était trop endommagée. Trop lente. Toute la flotte, concentration du feu sur le segment central. Hurla Vasquez. Finissons en. 68 canons gravitationnels tirèrent simultanément. L'espace lui-même sembla se déchirer. La moissonneuse se brisa en deux dans une explosion silencieuse qui illumina la face nocturne de Mars. Ces débris, toujours dangereux, dérivèrent dans l'orbite martienne, où ils seraient plus tard récupérés et étudiés. L'humanité avait gagné sa première bataille contre les éteigneurs. Mais ce n'était que le début. Parmi les débris de la moissonneuse, l'équipe de récupération découvrit quelque chose qui changerait tout. Un module intact, protégé par des boucliers qui avaient résisté même à la destruction du vaisseau principal. À l'intérieur, un dispositif de stockage de données d'une capacité stupéfiante. Le Dr Reddy supervisa personnellement l'extraction et l'analyse. Lorsqu'Atna parvint à accéder aux données, ce qu'elles révélèrent glaça le sang de tous ceux qui en prirent connaissance. C'était une archive. Un cimetière numérique contenant les histoires de 47 civilisations disparues. Les Vrans, une espèce aquatique qui avait développé la fusion contrôlée dans les profondeurs de leurs océans. Éteints il y a 12 000 ans. Les Ketari, des êtres de silicium qui avaient construit des mégastructures orbitales autour de leur étoile mère. Éteints il y a 8 000 ans. Les Itnar, des créatures collectives qui communiquaient par bioluminescence et avaient découvert les principes de la distorsion spatiale avant même d'atteindre leur ère industrielle. Éteints il y a 3 000 ans. Chaque civilisation avait atteint ce que les scientifiques humains appelleraient une civilisation de type I ou de type 2 sur l'échelle de Kardashev, capable d'utiliser toute l'énergie de leur planète ou de leur système solaire. Et chaque fois, les éteigneurs étaient venus. Pourquoi ? Demanda Vasquez en parcourant les données, son esprit luttant pour comprendre l'ampleur du génocide galactique. Pourquoi détruire tant de civilisations ? Le monopole des ressources, répondit Reddy, sa voix tremblante de colère contenue. Les éteigneurs ne sont pas des gardiens philosophiques. Ce sont des prédateurs. Ils éliminent toute espèce qui pourrait devenir une compétition pour les ressources galactiques. En maintenant toutes les autres civilisations à un niveau technologique primitif, ils s'assurent un accès exclusif aux étoiles, aux planètes riches en métaux rares, aux nuages de gaz interstellaires. Et les civilisations qu'ils n'ont pas éteintes ? Demanda le commandant Webb, présent pour la réunion d'urgence. L'archive mentionne 22 autres espèces encore existantes. Maintenues dans un état pré-industriel artificiel, répondit Atna. Les éteigneurs utilisent des inhibiteurs culturels. Des nanorobots qui sabotent subtilement les découvertes scientifiques, qui causent des échecs technologiques répétés jusqu'à ce que les civilisations abandonnent certaines voies de recherche. Ces espèces pensent avoir atteint les limites naturelles de leur développement. Elles ne savent pas qu'elles sont en prison. Un silence pesant tomba sur la salle de conférence. Puis Vasquez se leva, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. Alors nous allons briser leur chaîne, dit-elle. Toutes. Nous ne nous arrêterons pas à notre propre libération. Nous libérerons toutes les espèces opprimées. Et nous détruirons les éteigneurs jusqu'au dernier. Ce jour-là, la guerre de survie de l'humanité devint une croisade galactique. 4e partie, l'armée des opprimés. Les données de l'archive fournirent à l'humanité une carte précieuse, l'emplacement du territoire contrôlé par les éteigneurs, les positions de leur flotte de moissonneuses, et surtout, les coordonnées des mondes où survivaient encore des civilisations opprimées. Le Conseil unifié de l'humanité, formé dans l'urgence après la bataille de Mars, débattit pendant des semaines de la stratégie à adopter. Certains plaidaient pour une consolidation, pour renforcer les défenses du système solaire et développer la technologie humaine avant de s'aventurer plus loin. D'autres, menés par Vasquez, argumentaient que l'humanité ne pouvait pas se permettre d'attendre. Chaque jour de retard signifiait plus de civilisations potentiellement éteintes, plus de temps pour les éteigneurs de se préparer à une contre-attaque massive.
Le vote fut serré, mais la faction interventionniste l'emporta. L'humanité allait prendre l'offensive. La première cible fut le système de Kepler 442, à 1200 années-lumière de la Terre, où les données de l'archive indiquaient la présence d'une civilisation appelée les Tr'Un. Les vaisseaux de reconnaissance humains, équipés de moteurs à distorsion améliorés capables d'atteindre 50 fois la vitesse de lumière, effectuèrent le voyage en 3 semaines. Ce qu'ils découvrirent brisa le cœur de tous ceux qui virent les images. Les Tr'Un étaient une espèce aviaire, leur corps élancé couvert de plumes iridescentes, leurs mains dotées de 4 doigts opposables parfaits pour manipuler des outils. Ils avaient bâti des cités spectaculaires dans les canopées de forêts géantes, des structures organiques qui s'intégraient harmonieusement avec la nature. Leur société valorisait l'art, la philosophie et la science collaborative. Mais ils étaient piégés. Chaque fois qu'ils développaient l'électricité, leur générateur échouait mystérieusement. Chaque fois qu'ils raffinaient des métaux pour des constructions avancées, les alliages se révélaient défectueux. Les inhibiteurs aliens, invisibles et omniprésents, sabotaient systématiquement leur progrès, les maintenant à un niveau technologique équivalent au XVIIIe siècle terrien. L'opération Néveil fut lancée avec une précision militaire. 12 vaisseaux Phénix entrèrent dans le système de Kepler 442, leur scanner détectant immédiatement les nuées de nanorobots inhibiteurs dans l'atmosphère de la planète Tr'Un. Les impulsions électromagnétiques furent déclenchées par vagues successives, désintégrant les nanorobots par milliards. Puis vint le contact. Le Dr Reddy, accompagné d'une équipe d'anthropologues et de linguistes assistés par Atna, descendit à la surface dans un vaisseau de débarquement. Ils choisirent d'atterrir près de la plus grande cité Tr'Un, un endroit appelé Kiraet dans leur langue mélodieuse. Les Tr'Un les accueillirent avec une méfiance compréhensible. Mais lorsque Reddy leur montra les images de l'archive, lorsqu'elle leur expliqua avec l'aide de traducteurs automatiques comment leur civilisation avait été maintenue en cage pendant des millénaires, quelque chose de profond changea dans leurs yeux dorés. La colère, l'indignation, et surtout, l'espoir. Nous vous offrons un choix, dit Reddy, debout devant le conseil des sages Tr'Un, ces êtres majestueux aux plumes argentées qui gouvernaient leur peuple. Nous pouvons vous donner la technologie, le savoir nécessaire pour atteindre les étoiles. Mais cela signifie entrer en guerre contre ceux qui vous ont opprimés. Cela signifie du danger, des pertes, du sacrifice. Le plus âgé des sages, dont le nom se traduisait approximativement par celui qui voit l'aube, déploya ses ailes dans un geste que les humains apprendraient signifier une résolution absolue. Nous volons avec vous, dit-il, sa voix résonnant comme un chant de cloche. Nos ancêtres ont rêvé des étoiles depuis l'aube de notre conscience. Vous nous offrez ces rêves. Comment pourrions-nous refuser? Le même scénario se répéta sur 17 mondes différents au cours des 2 années suivantes. L'humanité devint une force de libération galactique, brisant les chaînes invisibles qui emprisonnaient des civilisations entières. Les Chronax, une espèce insectoïde de guerriers à 6 bras qui avait été maintenue à l'âge du bronze, rejoignirent la coalition avec une ferveur martiale terrifiante. Leur contribution fut des tactiques de combat au corax en grave corps dans les abordages de vaisseaux ennemis, leur exosquelette chitineux résistant au vide spatial pendant de brèves périodes. Les Lumii, des êtres de pure énergie plasmatique contenus dans des champs magnétiques naturels, apportèrent leur compréhension instinctive de la physique des hautes énergies. Ils aidèrent à concevoir une nouvelle génération d'armes à plasma dirigées. Les Sierra, une espèce aquatique de télépathes timides, fournirent des capacités de communication et de coordination tactique qui transformèrent la coalition en un organisme militaire d'une efficacité redoutable. Et ainsi de suite. Chaque espèce libérée apportait ses propres forces, ses propres perspectives, sa propre soif de vengeance contre les oppresseurs. La flotte de la coalition grandissait. Des chantiers navals furent établis dans des systèmes libérés, produisant des vaisseaux hybrides qui combinaient l'ingénierie humaine, les armes Chronax, les boucliers énergétiques Lumii et les systèmes de ciblage Tr'Un. Une nouvelle classe de navires vit le jour, les libérateurs, des destroyers lourds capables de pulvériser une moissonneuse en combat singulier. Mais les éteigneurs ne restèrent pas passifs. 5e partie, la tempête et l'assaut final. La contre-offensive des éteigneurs débuta dans le système de Ross 128, où une colonie humaine de 5000 personnes fut complètement annihilée en moins d'1 heure. Cette fois, ils n'envoyèrent pas une seule moissonneuse, mais une flotte de 40 vaisseaux, chacun accompagné de nuées de chasseurs drones. Ils avaient adapté leur tactique, appris de leur défaite martienne.
Le message était clair, les éteigneurs ne toléreraient pas d'être défiés. La guerre entra dans une phase nouvelle et terrible. Des batailles spatiales d'une ampleur dépassant l'imagination ravagèrent des systèmes entiers. La bataille du nébuleuse du Crabe dura 4 mois et coûta la vie à 3 millions de combattants des deux côtés. La défense de Proxima Centauri vit la plus grande concentration de vaisseaux de guerre jamais assemblés, plus de 2000 navires de la coalition contre 900 vaisseaux éteigneurs. Vasquez, désormais promu grand amiral de la coalition, coordonnait les opérations depuis le SS Libération, transformé en vaisseau monde après 3 remaniements majeurs. Son visage, marqué par les cicatrices de bataille spatiale et le poids du commandement, était devenu le symbole de la résistance à travers des dizaines de mondes. Mais malgré les victoires, malgré les systèmes libérés, la coalition savait qu'elle ne pouvait gagner une guerre d'usure contre les éteigneurs. Les données de l'archive révélaient une vérité terrifiante, les éteigneurs contrôlaient plus de 1000 systèmes stellaires. Leurs ressources étaient pratiquement illimitées. Leur flotte de moissonneuses se comptait par milliers. Il fallait frapper au cœur. Il fallait détruire leur capitale. Les renseignements furent obtenus au prix fort. Une équipe d'infiltration composée d'humains et de Sierra télépathes réussit à capturer un vaisseau de commandement éteigneur après une embuscade audacieuse dans le système d'Epsilon Ridani. Sous interrogatoire télépathique, l'esprit de l'intelligence artificielle contrôlant le vaisseau révéla l'emplacement du monde capital des éteigneurs. Il l'appelait Nexus Prime. Un système stellaire artificiel au centre de la galaxie, une construction d'ingénierie si vaste qu'elle défiait l'entendement. Une sphère de Dyson incomplète entourant une étoile bleu-blanc, capable de produire l'équivalent de l'énergie de 100 millions de soleils. C'était le siège de leur pouvoir, le centre de commandement d'où émanaient les ordres qui maintenaient leur empire galactique de terreur. Et c'était là que la coalition devait frapper. Le voyage prendra 6 mois, expliqua le docteur Reddy lors du conseil de guerre rassemblant tous les représentants des espèces alliées. Même avec nos moteurs à distorsion les plus avancés. Et nous ne pouvons pas utiliser tout notre saut d'un coup. Nous devrons nous arrêter tous les 3 systèmes pour recalibrer, nous ravitailler. Ce qui signifie que les éteigneurs sauront que nous arrivons bien avant que nous atteignions Nexus Prime. Qu'ils le sachent, déclara celui qui voit à l'aube, représentant les traînes. Ses plumes, autrefois d'un argent éclatant, étaient maintenant striées de cicatrices sombres, témoins de multiples batailles. Nous ne nous cachons plus. Nous annonçons notre arrivée. Nous leur montrons que nous n'avons plus peur. Le chef de guerre Chronax, dont le nom Gatterel se traduisait par destructeur de chaînes, claqua ses 4 bras en un geste d'approbation féroce. Nous marcherons à travers les étoiles. Et nous brûlerons leur monde. Le représentant Lumi, une créature de plasma contenue dans un champ de force humanoïde, pulsait en teinte orangée et rouge, leur couleur de la détermination guerrière. Nos calculs indiquent 63% de probabilité de perte catastrophique. 87% de chances que nous ne revenions jamais. Mais 100% de certitude que, si nous ne tentons rien, notre liberté sera éphémère. Nous votons pour l'offensive. Vasquez regarda chacun d'eux, ces êtres si différents unis par un objectif commun. Puis elle se tourna vers l'hologramme stellaire montrant la route vers Nexus Prime. Alors c'est décidé, dit-elle. Nous rassemblons toutes nos forces. Chaque vaisseau capable de voler. Chaque arme que nous pouvons porter. Dans 60 jours, nous partons pour Nexus Prime. Et nous y mettons fin à des millénaires d'oppression. La flotte qui se rassembla au point de rendez-vous, un système sans nom à mi-chemin entre les territoires libérés et le cœur de l'espace éteigneur, était la plus grande force militaire jamais assemblée dans l'histoire galactique connue. 2300 vaisseaux de guerre. Des libérateurs humains aux lignes angulaires et menaçantes. Des croiseurs-trains ressemblant à des oiseaux de proie métallique, leurs ailes recouvertes de panneaux solaires et de batteries de missiles. Des forteresses Chronax, massives et presque primitives d'apparence, mais capables d'encaisser des punitions qui auraient vaporisé n'importe quel autre vaisseau. Des frégates Lumi pulsant d'énergie contenue, capables de se déplacer à des vitesses vertigineuses. Des sous-marins spatiaux Sierra, utilisant une forme étrange de propulsion subaquantique qui leur permettait de plonger dans le subespace. Et au centre de cette armada, le SS Libération, le vaisseau amiral qui avait mené l'humanité de la défense désespérée à l'offensive galactique. Le voyage fut éprouvant. À chaque arrêt de ravitaillement, les flottes éteigneurs tentaient de les intercepter. Des batailles éclataient, violentes mais brèves, la coalition repoussant chaque attaque tout en continuant inexorablement vers son objectif.
Les pertes s'accumulaient. 300 vaisseaux furent détruits ou trop endommagés pour continuer. 50 000 combattants périrent. Mais ils continuaient d'avancer. Sixième partie, Nexus Prime et le jugement des oppresseurs. Lorsque la flotte de la coalition sortit de distorsion aux limites du système Nexus Prime, même les commandants les plus endurcis restèrent sans voix devant le spectacle. La sphère de Dyson s'étendait sur 100 millions de kilomètres de rayon, une construction titanesque de panneaux collecteurs d'énergie, de stations relais, de plateformes d'armement et de chantiers navals. Des milliards de tonnes de métal et d'alliages exotiques, arrachés à des milliers de systèmes planétaires au cours de dizaines de millénaires. Au centre, l'étoile brillait d'un éclat aveuglant, sa lumière capturée et transformée en puissance brute pour alimenter l'empire des éteigneurs. Et entre la flotte et Nexus Prime attendait la plus grande concentration de forces militaires que la galaxie ait jamais vue. 5000 moissonneuses. Des centaines de milliers de chasseurs drones. Des stations de combat de la taille de l'une. Des plateformes d'armes capables de détruire des planètes entières. C'était l'armée qui avait maintenu la galaxie sous le joug pendant des éternités. Seigneur de l'espace, murmura le commandant Webb à côté de Vasquez sur le pont de l'ESS Libération. Comment sommes-nous censés combattre ça? Avec tout ce que nous avons, répondit Vasquez, sa voix étonnamment calme. Et avec une chose qu'ils n'ont jamais vraiment connue, l'espoir désespéré de ceux qui n'ont rien à perdre. Elle ouvrit un canal de communication vers toute la flotte. À tous les vaisseaux de la coalition. Je ne vais pas vous mentir. Nos chances de survie sont minimes. Nous sommes surpassés en nombre, en puissance de feu, en ressources. Les probabilités dictent que nous devrions faire demi-tour maintenant, retourner dans nos systèmes, et espérer que les éteigneurs nous oublient. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Mais nous ne sommes pas ici pour obéir aux probabilités. Nous sommes ici parce que chacun d'entre nous, chaque espèce représentée dans cette flotte, en a assez de vivre à genoux. Nous sommes ici parce que nos ancêtres rêvaient des étoiles, et que ces rêves nous ont été volés. Nous sommes ici parce que, même si nous échouons, même si nous périssons tous, nous refusons d'accepter un univers où la tyrannie règne sans contestation. Sa voix monta, empreinte d'une passion féroce. Alors oui, nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec chaque arme, chaque vaisseau, chaque souffle dans nos corps. Et si nous devons mourir, nous mourrons en sachant que nous avons défié l'impossible. Que nous avons choisi la liberté plutôt que la soumission. Que nous avons été dignes de l'héritage de toutes les civilisations éteintes par ces tyrans. Un rugissement s'éleva de 2000 vaisseaux. Des cris humains, des chantranes, des cliquetis de bataille Chronax, des harmoniques Lumii, des ultrasons Sierra. Un chur galactique de défi. Toute la flotte ordonna Vasquez, ses yeux fixés sur l'armada ennemie. En formation d'assaut. Destination, le cœur de Nexus Prime. Et la bataille finale commença. La bataille de Nexus Prime durerait 16 jours et serait immortalisée dans les annales de toutes les espèces libres comme le moment où la galaxie changea de cours. Les premières heures furent un carnage. Les moissonneuses déversèrent un déluge de feu sur la flotte de la coalition. Des rayons gravitationnels qui tordaient les vaisseaux comme du papier froissé. Des essaims de nanorobots en quantité si massive qu'ils obscurcissaient les étoiles. Des armes à antimatière qui annihilaient tout ce qu'elles touchaient dans des explosions silencieuses de lumière pure. Les pertes de la coalition furent horribles. 200 vaisseaux vaporisés dans les 30 premières minutes. 400 autres si endommagés qu'ils durent se replier. Des dizaines de milliers de vies éteintes en un instant. Mais la coalition ne recula pas. Les vaisseaux humains utilisèrent leurs moteurs à distorsion d'une manière que personne n'avait tenté auparavant, effectuant des micro-sauts de quelques kilomètres seulement, apparaissant littéralement à l'intérieur des formations ennemies. Les croiseurs traînent, avec leur agilité supérieure, dansaient entre les tirs ennemis, leurs missiles à guidage biologique trouvant les points faibles dans les défenses des moissonneuses. Les forteresses Chronax fonçaient droit sur l'ennemi, leurs coques massives encaissant des punitions incroyables tout en délivrant des salves dévastatrices à bout portant. Les Lumii accomplirent l'impossible. Leurs frégates énergétiques fusionnèrent en une entité collective, créant un être de pure puissance capable de traverser les boucliers ennemis et d'exploser de l'intérieur, sacrifiant des dizaines de vaisseaux pour détruire des centaines de moissonneuses. Les Sierra utilisèrent leur télépathie collective pour coordonner des attaques d'une précision chirurgicale, anticipant les mouvements ennemis et créant des opportunités tactiques que des commandants ordinaires n'auraient jamais pu voir.
Mais c'étaient les humains qui fournirent l'avantage décisif, non par leur technologie ou leur puissance de feu, mais par leur imprévisibilité et leur refus absolu d'accepter la défaite. Le commandant Marcus Webb, dont le vaisseau avait perdu ses moteurs principaux et était à la dérive vers une station de combat ennemie, ordonna à son équipage d'évacuer. Puis, seul aux commandes, il reprogramma les réacteurs pour surcharger et utilisa les propulseurs de manœuvre pour diriger son vaisseau droit dans le cœur de la station. L'explosion qui suivit détruisit non seulement la station mais également 17 moissonneuses dans les environs. Ce sacrifice inspira des dizaines d'autres actes de bravoure désespérés. Des capitaines de vaisseaux condamnés choisissaient de terminer leur course en emportant un maximum d'ennemis avec eux. Des équipes d'abordage Chronax et humaines prenaient d'assaut des moissonneuses endommagées, se battant couloir par couloir pour saboter leur système de l'intérieur. Au 7e jour, quelque chose de fondamental changea dans la bataille. Les éteigneurs, pour la première fois en millénaires, ressentirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu, le doute. Leur supériorité numérique s'érodait. Leurs moissonneuses tombaient plus vite qu'ils ne pouvaient les remplacer. La coalition, bien que saignée à blanc, continuait d'avancer, poussée par une volonté qui transcendait la logique militaire. Au 10e jour, le docteur Sanvi Reddy accomplit sa plus grande prouesse scientifique. Depuis son laboratoire mobile à bord de l'un des vaisseaux de soutien, elle réussit à pirater les systèmes de communication des éteigneurs. En combinant l'expertise humaine en cybernétique, l'intuition télépathique Sierra et les calculs Atna, son équipe parvint à introduire un virus dans le réseau de commandement ennemi. Ce n'était pas un virus ordinaire. C'était une arme informationnelle qui exploitait une faille fondamentale dans la psychologie des éteigneurs, leur dépendance à un contrôle centralisé absolu. Le virus créait des boucles de feedback, des ordres contradictoires, semant la confusion dans leurs rangs. Les moissonneuses commencèrent à tirer les unes sur les autres. Les stations de combat s'autodétruisirent. Le chaos se répandit dans leurs lignes avec la vitesse d'une traînée de poudre. Maintenant, hurla Vasquez. Toute la flotte, percée centrale. Objectif, le Nexus commande, au cœur de la sphère. 1000 vaisseaux survivants se rassemblèrent pour une dernière charge. Ils foncèrent à travers l'espace parsemé de débris, traversant les restes de la plus grande bataille spatiale jamais livrée. Les défenses ennemies, désorganisées et confuses, ne purent les arrêter. Ils pénétrèrent dans la sphère de Dyson elle-même. L'intérieur de Nexus Prime était un monde de cauchemars et de merveilles. Des structures s'étendaient à perte de vue, des arches de métal larges de centaines de kilomètres, des tours montant vers l'étoile centrale, des réseaux de conduits transportant l'énergie récoltée vers des destinations incompréhensibles. Et au centre géométrique parfait, suspendu dans le vide par des champs gravitationnels artificiels, se trouvait le Nexus Command. C'était une station de la taille d'une petite planète, une sphère de technologie si avancée qu'elle semblait presque vivante. C'était le cerveau des éteigneurs, le centre de contrôle d'où émanaient tous les ordres, toutes les décisions qui avaient façonné des millénaires d'oppression galactique. Je détecte des signatures vitales, annonça l'officier des censeurs. Des millions. Non, des milliards. Ils sont tous dans cette station. Les éteigneurs eux-mêmes, murmura Vasquez. Ce ne sont pas juste des IA. Il y a une espèce biologique derrière tout ça. Ordre, madame. Demanda son second. Vasquez regarda le Nexus Command, cette concentration ultime de pouvoir et de tyrannie. Une partie d'elle voulait simplement ordonner sa destruction totale, vaporiser cette abomination et tout ce qu'elle représentait. Ce serait si simple. Si satisfaisant. Mais elle pensa aux 47 civilisations éteintes. Aux 22 espèces maintenant prisonnières. Aux milliards d'êtres qui avaient souffert sous le joug des éteigneurs. Et elle comprit que la simple destruction ne suffirait pas. Il fallait quelque chose de plus. Préparer une équipe d'abordage, ordonna TL. Je veux entrer là-dedans. Je veux regarder ces monstres dans les yeux. Et je veux qu'ils comprennent exactement pourquoi ils ont perdu. L'équipe d'abordage était composée de volontaires de chaque espèce de la coalition. Des humains, des Trains, des Chronax, des Lumii contenus dans des combinaisons de force portables, des Sierra dans leurs armures aquatiques. Vasquez menait le groupe, armé d'un simple pistolet plasma et de sa détermination inébranlable. Ils pénétrèrent dans le Nexus Command par une brèche ouverte par les canons gravitationnels du Libération. L'intérieur était un labyrinthe de corridors organiques et métalliques mélangés, comme si la technologie et la biologie s'étaient fusionnées au fil des millénaires. Ils ne rencontrèrent aucune résistance.
Les systèmes de défense interne étaient silencieux, peut-être paralysés par le virus de Reddy, peut-être simplement abandonnés. Au centre de la station, ils trouvèrent la chambre du Conseil éternel. Les éteigneurs n'étaient pas ce que personne s'attendait à voir. Ils n'étaient pas des monstres tentaculaires ni des machines froides. Ils ressemblaient à des méduses géantes, des créatures de protoplasme translucides flottant dans des cuves de nutriments, leur corps parcouru de réseaux neuronoluminescents. Leur visage, si on pouvait appeler ça ainsi, n'exprimait aucune émotion identifiable. Il y en avait 12, suspendus dans leur cuve disposée en cercle autour d'une salle caverneuse. Et au centre, un hologramme s'activa, projetant une image humanoïde assemblée à partir de souvenirs extraits des espèces qu'il avait combattues. Vous avez gagné, dit l'hologramme, sa voix une synthèse de tous les langages connus. Nous reconnaissons notre défaite. C'est la première fois en 300 000 années standard que nos forces sont vaincues. Pourquoi ? Demanda Vasquez, sa voix tremblante de rage contenue. Pourquoi éteindre tant de civilisations ? Pourquoi emprisonner celles qui restaient ? Survie, répondit simplement l'hologramme. Notre espèce a atteint le stade de civilisation avancée il y a 400 000 années. Nous avons découvert une vérité fondamentale, l'univers ne contient pas assez de ressources pour supporter plusieurs civilisations de type 2 ou 3 simultanément. La compétition pour les étoiles, pour les planètes riches, pour l'énergie elle-même, mènerait inévitablement à une guerre galactique totale qui détruirait toute vie intelligente. Nous avons choisi de prévenir ce destin en maintenant un monopole. Vous avez choisi d'être des tyrans, cracha celui qui voit à l'aube. Vous avez volé les rêves de millions de milliards d'êtres. Nous avons préservé la vie. Les civilisations que nous maintenions à des niveaux technologiques bas vivaient en paix, sans guerre, sans destruction environnementale, sans les horreurs que l'industrialisation apporte. C'était leur choix à faire. Rugit destructeur de chaînes. Pas le vôtre. Un long silence tomba. Puis Vasquez s'avança, son arme baissée mais son regard inflexible. Vous parlez de survie. De préservation. Mais vous avez commis le péché ultime, vous avez décidé que vous aviez le droit de choisir pour les autres. Que votre jugement était supérieur au libre arbitre de civilisations entières. Et maintenant, vous allez faire face aux conséquences. Elle se tourna vers son équipe. Détruisez les cuves. Mettez fin au Conseil éternel. Attendez. La voix de l'hologramme contenait pour la première fois quelque chose ressemblant à de la peur. Si nous périssons, toutes nos connaissances, tous nos secrets technologiques seront perdus. Vous pourriez prendre notre place. Devenir les nouveaux gardiens de la galaxie. Nous vous enseignerions tout. C'était la tentation ultime. Le pouvoir de contrôler la galaxie entière. Les secrets d'une technologie si avancée qu'elle semblait magique. La capacité de façonner l'avenir de milliards d'êtres. Vasquez sentit le poids de cette offre. Une partie d'elle voulait accepter. Avec un tel pouvoir, elle pourrait protéger l'humanité, assurer sa survie à jamais. Plus jamais il ne serait vulnérable. Mais elle pensa à ce que cela signifierait. Devenir exactement ce qu'il avait combattu. Remplacer une tyrannie par une autre. Condamner son âme et celle de son espèce à devenir des oppresseurs. Non, dit-elle simplement. Nous ne sommes pas vous. Nous ne le serons jamais. Elle leva son arme et tira. Épilogue, l'héritage de la Terre. Les derniers éteigneurs périrent en quelques secondes. Leurs cuves explosèrent dans des gerbes de nutriments et de tissus organiques. Le Nexus Command, privé de ses maîtres, commença à s'autodétruire, ses systèmes incapables de fonctionner sans leur contrôle direct. La flotte de la coalition évacua la sphère de Dyson avant qu'elle ne s'effondre sur elle-même. Ils regardèrent depuis l'espace alors que la plus grande construction jamais créée se désintégrait, ses panneaux se détachant et dérivant dans le vide, son étoile centrale retrouvant sa liberté de briller sans entrave. Sur les 813 vaisseaux qui avaient participé à l'assaut final de Nexus Prime, seulement 97 survécurent assez longtemps pour rentrer chez eux. Plus de 4 millions de combattants avaient péri. Les pertes étaient catastrophiques. Mais la galaxie était libre. Dans les années qui suivirent, l'humanité et ses alliés travaillèrent à construire quelque chose de nouveau. Pas un empire. Pas une fédération centralisée. Mais une charte, un accord sacré que toutes les espèces libres jurèrent de respecter. La charte de l'évolution libre fut signée sur Terre, dans le cratère encore fumant où la première moissonneuse était tombée. Elle établissait des principes simples mais profonds.
Aucune espèce ne devrait jamais interférer avec le développement naturel d'une autre. Aucune civilisation ne devrait jamais imposer sa volonté sur une autre sous prétexte de protection ou de sagesse supérieure. Toutes les espèces intelligentes avaient le droit inaliénable de faire leurs propres choix, leurs propres erreurs, de tracer leur propre chemin vers les étoiles. Et si une menace existentielle émergeait à nouveau, toutes les espèces libres se lèveraient ensemble pour la combattre. L'humanité prit sur elle le rôle de berger, non pas comme maître mais comme gardien vigilant. Des flottes humaines patrouillaient la galaxie, cherchant des jeunes civilisations opprimées par les restes de l'ancien ordre, des systèmes encore infestés de nanorobots inhibiteurs, des espèces qui avaient besoin d'aide pour se libérer. Mais ils n'imposaient jamais. Ils offraient seulement. Le choix appartenait toujours au peuple eux-mêmes. 50 ans après la bataille de Nexus Prime, la grande amirale Amelia Vasquez, désormais âgée et marquée par une vie de combat, se tenait sur une colline verdoyante de la Terre, regardant le ciel nocturne. Des étoiles brillaient, libres et innombrables. Quelque part là-haut, des dizaines de civilisations jeunes découvraient les joies et les périls de la technologie avancée, faisant leurs premiers pas hésitants vers l'espace. Vous pensez que nous avons fait le bon choix? Demanda celui qui voit l'aube, dont les plumes étaient maintenant presque entièrement blanches avec l'âge. Il était venu sur Terre pour cette visite, un pèlerinage pour honorer la mémoire de tous ceux qui étaient tombés. Je pense, dit Vasquez lentement, que nous avons fait le seul choix que nous pouvions vivre avec. Refuser le pouvoir absolu est plus difficile que de le saisir. Mais c'est ce qui nous rend dignes de notre liberté. Les éteigneurs ont dit que la galaxie ne pouvait supporter plusieurs civilisations avancées, remarqua le Train. Que la compétition pour les ressources mènerait à la guerre. Peut-être avait-il raison. Peut-être, admit Vasquez. Ou peut-être ont-ils simplement manqué d'imagination. Peut-être que la coopération, le partage, la compréhension mutuelle sont possibles. Nous ne le saurons jamais si nous n'essayons pas. Et si nous échouons, si la guerre vient malgré tout, au moins nous aurons échoué en tant qu'êtres libres, pas en tant qu'esclaves ou tyrans. Elle regarda à nouveau les étoiles, et sourit. L'histoire de l'humanité a commencé dans une caverne quelque part en Afrique, il y a des centaines de milliers d'années. Nous avons survécu aux âges glaciaires, aux guerres, aux catastrophes naturelles. Nous avons appris à faire du feu, à cultiver la terre, à construire des villes, à voler vers la lune. Et quand les éteigneurs sont venus pour nous remettre dans les ténèbres, nous avons refusé. Nous nous sommes battus. Et nous avons gagné non pas parce que nous étions les plus forts, mais parce que nous refusions d'abandonner. C'est ça, l'héritage de la Terre. Non pas la domination, mais la résilience. Non pas le pouvoir, mais la liberté. Et tant qu'une seule civilisation dans cette galaxie se souvient de notre histoire, tant qu'un seul être refuse de courber l'échine devant l'oppression, le sursaut de 2125 continuera d'avoir un sens. Le vieux Train déploya ses ailes une dernière fois, un geste de salutation et d'accord. Alors que nos descendants se souviennent, dit-il solennellement. Et qu'ils demeurent libres. Et si une menace existentielle émergeait à nouveau? Alors aucune espèce ne se dresserait seule. La charte ne promettait pas la paix éternelle. Elle ne garantissait ni la sagesse, ni l'absence de conflit, ni la survie. Elle garantissait une seule chose, le droit de lutter par soi-même, de tomber ou de s'élever sans chaînes invisibles. L'humanité, jadis proie traquée dans son propre système solaire, ne devint ni gardienne ni juge. Elle devint un témoignage vivant. La preuve qu'une civilisation pouvait atteindre les étoiles sans étouffer celle des autres. Sur Mars, on érigea un mémorial à la flotte Phénix. Sur la Terre, les archives des 47 civilisations éteintes furent rendues accessibles à toutes les espèces libres, afin que nul n'oublie le prix du silence. Quant à Amelia Vasquez, elle refusa toute fonction politique permanente. Elle retourna sur la Lune, à Taïkou, là où tout avait commencé. Chaque année, elle observait les étoiles depuis le même hublot, consciente que l'univers restait vaste, dangereux et indifférent. Mais désormais, il n'était plus injuste. Car quelque part, dans la nuit interstellaire, une vérité s'était inscrite à jamais dans l'histoire cosmique. Les civilisations peuvent tomber. Les tyrans peuvent régner pendant des millénaires. Mais il suffit d'une espèce qui refuse de rester à genoux pour que l'univers change de trajectoire. Et maintenant, c'est à toi. Tant que cette histoire est lue, racontée, transmise, les éteigneurs n'ont pas totalement gagné. Si ce récit t'a marqué, partage-le. Si tu veux entendre la suite, suis cette chronologie.
Si tu crois que l'imagination peut encore défier la tyrannie, rejoins ceux qui refusent le silence. Les étoiles écoutent toujours. Fin du sursaut de 2125.